Alors il y a un exemple que j'aime bien citer, moi, par rapport à ça, qui a été quand même remarquable. C'est ce qu'a fait Milka l'année dernière. Vous connaissez un peu la pub Milka, enfin le jeu, l'application qu'a créé Milka. Enfin, moi j'étais assez bluffé. D'abord parce que j'ai trouvé assez courageux et déterminé de proposer ça. C'était pas gagné d'avance. Hein. J'imagine qu'au niveau argumentaire, au niveau du client, etc., ça n'a pas dû être facile. Mais l'idée, donc, ça a été de créer une application ludique qui, en plus, amène un vrai plus, on va en reparler par rapport à l'utilisation cross-média multi-device. Alors ça, c'est quand même assez fort. Et donc, c'est un jeu totalement brandé, identifié, parce que la couleur mauve, la vache et tout, Milka partout, mais que les gens ont eu envie absolument de charger, parce que le jeu, il est intelligent, il est malin, il est drôle, il donne envie d'y jouer, et donc j'ai envie d'y jouer. Et donc je vais charger l'appli, et je vais l'utiliser. Et mine de rien, Milka, ça a été l'appli la plus chargée sur l'Apple Store en 2015. Ce qui est quand même assez fondamental. Vous vous rendez compte ? L'appli la plus chargée sur l'Apple Store. Apple Store, c'est 1,5 milliard de chargements d'applications en 2015. 1,5 milliard de chargements d'applications. Eh bien, en France, l'application numéro 1, c'est une pub. C'est du digital advertising, Milka. Je trouve que c'est assez gagnant. On va peut-être vraiment fermer la porte, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc, moi je trouve que l'expérience Milka, c'est excellent par rapport au côté advertising des choses. Et quand on réfléchit, qu'est-ce qui fait que les gens vont vraiment la charger? C'est parce qu'on leur a proposé un service, on leur a apporté quelque chose, une vraie valeur ajoutée. C'est pas un simple propos qu'on va lire de manière passive. Et je dirais qu'en termes de marketing, c'est vraiment les grosses différences. Hein. Le push marketing et le pull marketing, dont on redéfinit le sens aujourd'hui avec le digital. Mais l'idée, c'est que c'est le lecteur qui va avoir envie de manière active, participative, de venir charger le contenu, de le lire, de l'utiliser, de rester dessus, etc. Et ça change complètement la donne. On sait en plus que l'outil numérique digital, notamment sur tablette, sur smartphone, etc., nous permet de réaliser une vraie expérience immersive de lecture d'un contenu. Donc on est vraiment plongé dans le contenu, on va pouvoir créer tout un tas d'interactions, de possibilités interactives qui permettra au lecteur de s'impliquer dans le contenu, ne serait-ce qu'en faisant un swipe, ne serait-ce qu'avec la main en déplaçant un élément rédactionnel. Eh bien on crée là aussi une démarche cognitive positive transitive. Et le lecteur va rester plus de temps sur le contenu, va participer, va être dans une autre démarche qu'une démarche passive. Et ça change la donne. Hein. On sait que par exemple en digital publishing en général, le lecteur reste 7 fois plus de temps sur les devices que sur du web devant un ordi. 7 fois plus de temps sur la même page, sur un device actif, participatif, tactile, que sur un ordi standard, classique. Donc on voit à quel point aussi ces nouveaux devices entraînent une différence de pratique de consultation. Donc ça c'est important. Et comment est-ce que je vais pouvoir répondre à ça? Comment est-ce que je vais travailler mon contenu pour qu'il soit cohérent avec ces nouveaux devices et qu'il propose réellement quelque chose en plus? Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui doit être un peu au centre de la démarche. Après tout ça c'est possible grâce à plusieurs choses. Hein. Premièrement, ces nouveaux devices, les smartphones, les tablettes, etc. Deuxièmement, le fait que ces outils soient accessibles, les outils de développement digital publishing, tous les outils qui nous permettent de faire du digital advertising, sont des outils qui étaient avant réservés aux programmeurs, aux codeurs, aux spécialistes du genre. Aujourd'hui, ces outils, je montrerai des exemples, ce que j'ai pu réaliser, même avec mes étudiants d'ailleurs, c'est des outils qui sont très accessibles, beaucoup plus accessibles techniquement qu'avant. Donc on va pouvoir, en tant qu'éditeur, en tant que créateur, en tant qu'auteur, réaliser du vrai contenu pour de l'advertising de façon dynamique, gamifiée, éditorialisée, et qui soit réellement interactif, et qui permette ce type d'expérience pour le lecteur. Donc là où c'était peu accessible jusqu'à présent, au niveau technologique, maintenant ça devient vraiment. Donc c'est en train de changer la donne, ça aussi. C'est non seulement les pratiques de lecture changent, mais les pratiques de réalisation aussi changent. En parenthèse, c'est en train de redéfinir des métiers, ça. Hein. On en parle assez peu.
mais jusqu'à présent, tout ce qui était digital, interactif, gamification, c'était réservé encore une fois à des spécialistes. Donc c'était des coûts évidemment importants, c'était pas accessible à tout le monde, c'est clair. Aujourd'hui, on change complètement le paradigme, et là aussi, ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, que vous avez au rez-de-chaussée, on en voit plein, nous permettent d'avoir accès à la possibilité de créer et de réaliser des choses concrètement. Moi, pour moi, qui viens du print, qui viens de l'édition print, qui suis absolument pas codeur, qui suis infichu de faire un site web en tapant du HTML, c'est pas mon truc, c'est pas mon job, je sais pas faire. Et ben, je vais pouvoir aujourd'hui, avec ces nouveaux outils, oui, j'ai fait un site web il n'y a pas longtemps pour un ami à moi, de A à Z, avec boutique en ligne, etc., totalement avec Muse, pour vous le citer, sans taper une ligne de code. Je fais ça en un dimanche après-midi, terminé. Et c'est en ligne, etc. Donc ça, c'est des choses qui, en parenthèse, Muse, bonne nouvelle, hein, quand même, pour tous les designers. Alors, moi, c'est l'outil numéro 1 que je regarderai, parce que quand on vient du print, quand on vient de l'InDesign, quand on vient de Photoshop et reste, c'est un outil qui est très accessible. Et on sait depuis hier, on a une information, donc, je peux annoncer en primeur, c'est que Muse est responsive design. On va pouvoir faire des sites web full responsive design avec Muse, donc ça ne rigole plus, ça peut être du multi-device, cross-média, storytelling. Tout ça avec un outil qui est très simple à utiliser et qui ne mine de rien. Alors c'est sûr que les gardiens du code, le côté obscur de la force, vont dire « Oh, mais c'est nul, ça vaut rien, le code il est tout pourri, etc. » Oui, bon, d'accord, ok. Il faudra toujours des spécialistes pour faire des choses très pointues, je suis bien d'accord. Mais quand même, on peut faire beaucoup de choses, et moi qui suis maquettiste, ou moi qui suis auteur, qui suis journaliste, qui suis designer, je vais pouvoir créer des choses. Je vais pouvoir apporter une vraie vision que les gens du code, du web, etc. n'ont pas forcément. Donc c'est aussi une façon de valoriser mon savoir-faire. Et quand on a parlé que les grands axes du digital advertising aujourd'hui, c'est l'éditorialisation, la narration, la gamification, etc., qui sont les mieux placés pour faire ça? Les créateurs, les auteurs, les designers. Donc là aussi, on remet dans le panier des compétences qui n'étaient pas forcément mobilisées sur ce genre de développement. Ça change la donne, hein. Ça change la manière aussi dont on va travailler en équipe, en complémentarité, etc. Alors, d'autre part, il y a toujours ces fameux 3 axes qu'on essaye de réfléchir quand on travaille sur ce genre de choses. Quelle technologie on va choisir, c'est souvent la question qu'on me pose. Oui, mais alors qu'est-ce que je prends comme outil, comme techno, etc. Moi je dis souvent, il ne faut peut-être pas commencer par se poser cette question-là. On a plein de technologies, on a plein d'outils, on verra. Commençons par réfléchir en termes d'advertising, de propos, de contenu qu'on veut communiquer. À qui est-ce qu'on s'adresse? Commençons à penser utilisateur. Commençons à se demander la question, c'est pas un simple lecteur à qui je vais m'adresser, c'est pas un simple public passif, mais je vais vraiment apporter quelque chose. Je vais créer du contenu qui va être une vraie valeur ajoutée. Déjà, comment est-ce que je vais créer une valeur ajoutée, tout simplement, avec ces outils numériques. Mais surtout, quel service je vais pouvoir rendre au lecteur qui va lui donner envie, qui va comprendre qu'on n'est pas en train absolument de vendre un truc que malgré moi est contraint et forcé, mais qu'on me propose une vraie prestation de service auquel je vais avoir envie de souscrire, qui va me permettre de rejoindre une communauté qui me concerne, et qui va me permettre de travailler aussi sur différents médias que je vais pouvoir suivre par rapport à un contenu. Donc, je réfléchis aujourd'hui toujours en priorité par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais apporter à l'utilisateur? Qu'est-ce qu'on va lui apporter de plus? Alors évidemment, quel est aussi le public, l'audience traditionnelle d'un annonceur, par exemple? Quel nouveau public et nouvelle audience il veut aussi arriver à capter? Comment est-ce qu'on va créer du contenu qui sera totalement, le plus possible, en adéquation avec ce public-là et cette audience-là? Alors ça paraît naturel, mais encore une fois, par rapport au digital, on voit que cette question, elle est rarement posée concrètement sur la table. Souvent, le digital advertising, c'était la déclinaison d'une campagne télé ou d'une campagne presse. Allez hop, on l'a fait clignoter vite fait en bas d'un site web, et c'est du digital advertising. Bon, ça, je rappelle, on se rend compte qu'on n'en est plus là, c'est plus quelque chose qui fonctionne vraiment. D'abord, à cause de cette histoire de ad blocker, et puis aussi parce que ce n'est pas le type de propos qui va aujourd'hui faire réagir
un lecteur potentiel, un utilisateur potentiel, un client potentiel. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Bon, des exemples qu'on pourrait commencer par aborder sur l'éditorialisation. Je prends l'exemple d'un magazine numérique avec lequel on a travaillé, parmi tant d'autres. C'est le magazine Couleur Jazz, qui nous sert un petit peu de vitrine de ce qu'on peut faire en termes de digital en général. Couleur Jazz, c'est un pure player, hein, c'est donc totalement digital, et différents annonceurs, bien sûr avec qui on travaille régulièrement, avec qui Couleur Jazz travaille régulièrement. Donc on est allé voir les annonceurs et on leur a proposé justement de proposer quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer comme contenu qui sera, auquel le public, le lectorat de Couleur Jazz va être sensible, qui va être cohérent par rapport au contenu du magazine, et qui va me donner envie effectivement d'aller plus loin, je n'ai pas envie de le bloquer, etc., etc. Donc là, il y a des propositions qu'on a fait aux différents annonceurs et qui ont été assez efficaces, on va voir en termes de résultats, en termes de retours, en termes d'analytics, etc. On a constaté qu'il y avait une réelle efficacité par rapport à ça. Juste une petite précision, tiens. On peut bloquer des pubs digital advertising sur le web, mais dans une appli, on ne peut pas. Donc ça aussi, en parenthèse, c'est un argument de plus pour défendre le développement d'appli. Parce que pour moi, parmi tous les canaux aujourd'hui de communication cross-média, puisqu'on est là quand même pour ça, sur ce salon, on a bien entendu le print, ok, on a le web, d'accord, mais on a aussi tout ce qui est développement d'appli. Développement d'appli, donc pour les différents devices. On a du mal aujourd'hui un peu à vendre les applis, ce que c'est qu'une appli, etc. Pourtant, c'est très important en termes de digital advertising d'ailleurs, d'avoir une appli brandée aux couleurs du client qui va être sur le bureau desktop de son smartphone ou autre, c'est quand même quelque chose qui n'est pas rien. Je rappelle aussi que sur les stores, donc 1,5 milliard d'applis chargés, etc., on n'y est pas. C'est quand même, aujourd'hui, mes clients, mes annonceurs me demandent tous, on veut notre appli. Ils ont compris qu'il fallait l'avoir. Mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, pour qui, pourquoi, donc ça c'est du vrai questionnement. Et parmi les arguments qui permettent aussi de défendre ce type de production et de développement, il y a le fait qu'une pub dans une appli, eh ben, on ne peut pas la bloquer. Donc le magazine numérique Couleur Jazz, quand il parle aux annonceurs, il va leur dire, écoutez, monsieur Mazda, monsieur truc, la pub qu'on va mettre dans notre magazine, vous verrez, elle ne sera pas bloquée. Et en plus, on va la faire intelligente. On ne va pas faire simplement une pub entre deux articles, mais on va l'éditorialiser vraiment au sein du magazine pour que le lecteur va vraiment la lire, donc va passer du temps dessus. Il va vraiment avoir d'informations intéressantes parce qu'on parle du propos qui le concerne et qui le passionne et ce pourquoi il va venir dans ce magazine qui l'aura chargé. Donc c'est même le lecteur qui va l'emmener à lui, c'est du pull marketing. Et là aussi, les temps de lecture, les temps de consultation de ce qu'on a pu faire en digital advertising dans ce magazine sont 7 fois plus importants, 15 fois plus importants que ce qu'on avait pu faire, ne serait-ce que sur du web. Donc là aussi, c'est quand même un canal important et intéressant. Alors, je vais essayer de montrer un petit exemple. Parenthèse, Couleur Jazz, si ça vous intéresse, c'est un magazine qui est gratuit, hein, qui est pour iPad, il faut le trouver sur l'Apple Store, si vous voulez voir un petit peu. Pas pour l'instant, pas Android, ça va venir. À savoir qu'on est en train aussi de réfléchir sur sa déclinaison pour smartphone, pour des devices différents. Là, j'en parlerai peut-être un petit peu, mais pour moi, il est hors de question de dire on prend la version iPad et on va la redimensionner, simplement la porter sur smartphone. Non, non, non. On en parlera un petit peu, ça aussi. Il faut savoir écrire des contenus, adapter, réfléchir, designer, rédiger, en fonction de chaque device, en fonction de chaque support. Ça, c'est très important, parce que la pratique de lecture, encore une fois, n'est pas du tout la même. Tous ceux qui ont fait du portage simple d'appli ou de contenu même provenant du print se sont plantés. Je suis désolé, c'est ce qu'on a constaté. Donc si on ne fait pas ce travail à part entière, on n'ira pas loin. Et ça, c'est difficile à vendre. Je me rends compte que, quand je dis à mon client, si vous voulez être présent sur iPad, sur smartphone, sur Android, etc., c'est à chaque fois du contenu qu'il va falloir travailler, éditorialiser, produire, différemment. Donc les coûts, évidemment, des problèmes
phénomène d'industrialisation aussi, c'est pas évident, hein, ça, et c'est pourtant essentiel. Bon, alors revenons un peu à nos moutons. Je cherche, oui, bon, voilà, ça c'est un premier exemple. C'était donc pour la marque Mazda, qui voulait présenter donc un nouveau véhicule, une nouvelle voiture. Alors l'idée, c'est que d'abord, on a créé un contenu qui se présente comme un article, donc c'est pas entre deux articles, c'est pas un semblant d'article non plus, parce que ça, un semblant d'article, aujourd'hui, ça passe plus, hein, le lecteur se rend bien compte, on fait croire que c'est un article alors que c'est une pub. Non, non, on va carrément exprimer le fait qu'on va parler du Mazda CX-3, on ne prend pas par mensonge, hein, donc il n'y a pas de problème. Et donc ce véhicule, déjà on présente une image qui va être dans la cohérence graphique et esthétique mise en page de l'ensemble du magazine. Il y a une musique là, qui est jouée, bon, je ne vais pas vous la faire entendre, mais donc qui va, pour un lecteur de jazz, être intéressant, donc il peut rester là et simplement écouter la musique. Et ensuite il va avoir la possibilité d'entrer dans un autre univers. On voit que la vidéo est toujours très présente, hein, ne serait-ce pour un habillage graphique. Là, le côté saccadé, c'est voulu d'ailleurs, parce que par rapport à la musique, ça a un sens. Et bien sûr, si j'ai envie, je peux faire glisser du contenu, lire tout l'argumentaire, évidemment. C'est pas obligé, c'est moi qui décide de lire ou pas, qui vais décider de m'intéresser ou pas. On oblige, on ne contraint pas la lecture, c'est une proposition. Et au final, pardon ? Si on veut sortir, ah bon, à tout moment on peut sortir. Hein, là c'est juste la pub elle-même, mais à tout moment on a des icônes pour sortir, etc. On ne contraint jamais le lecteur en quoi que ce soit. On peut couper le son si on n'a pas envie d'écouter, on peut sortir si on veut sortir, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, donc c'est là où on a créé cette petite valeur ajoutée dans un dernier univers. Et dans cet univers-là, on va pouvoir, avoir un argumentaire supplémentaire, et surtout, on a accès à une playlist Deezer, auquel je vais pouvoir donc souscrire, je vais pouvoir charger, qui va me permettre d'écouter des ensembles de morceaux jazz qui correspondra à je roule sur l'autoroute dans ma voiture, etc. Donc on propose une playlist Deezer, parce que c'est en cohérence avec le type de musique que le lecteur est en train d'écouter, et donc parce que ça va l'intéresser, il sera allé jusque-là, parce qu'il est allé jusque-là, il sera intéressé par la playlist, et là c'est une vraie proposition. Donc le lecteur va dire, bah oui, elle m'intéresse cette playlist Deezer, je vais la charger. Et là, pour la charger, on va mettre un CRM, c'est là où on va le placer, intelligemment. On va dire, voilà, bah, donnez-nous votre adresse mail, inscrivez-vous, et la playlist est gratuite, il n'y a pas de problème. Et là, les gens, ils s'inscrivent. Et oui, ça a fonctionné, on a eu beaucoup d'inscriptions, beaucoup de retours. En plus, l'intérêt des playlists Deezer, c'est qu'on peut être capable d'avoir des analytics assez précises par rapport à ça. Tout ce que j'ai ici d'ailleurs, c'est totalement traqué en analytics. Hein. Je sais combien de temps les gens sont restés sur la vidéo, quels sont ceux qui ont fait défiler ou pas, combien, etc. Alors ça peut être pareil que ces analytics, on peut en faire le pire comme le meilleur. Hein. Mais ça peut être aussi une façon de se dire, je vais redesigner, peut-être que cette vidéo est un peu trop longue, je vais la resserrer un peu parce que le lecteur il a décroché avant la fin, je vais proposer du contenu qui va être plus efficace, qui va être plus agréable à lire pour la personne qui le consulte, et puis surtout qui va me permettre d'arriver à mes objectifs de façon plus précise. Donc les analytics, c'est pas simplement pour du marketing classique, on va dire, mais c'est aussi pour comment on va remodeler, redéfinir, redesigner les outils digital marketing et digital advertising pour qu'ils soient les plus efficaces possibles. Donc là, c'est un exemple d'éditorialisation, de narration et d'insertion d'un contenu digital advertising au sein d'un magazine de façon la plus cohérente possible, la moins intrusive possible, qui corresponde à ce que le lecteur aura vraiment envie de lire ou pas. Un autre exemple. Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à cet exemple d'ailleurs. Bon, là aussi, c'est par rapport à une marque de prestige, donc qui a voulu avoir un contenu qui soit vraiment au sein du magazine. Évidemment, on parle de musique, c'est tout à fait cohérent par rapport au sujet, mais on va en plus éditorialiser tout ça parce qu'on va apprendre, par exemple, au lecteur, si j'achète du contenu audiophile, des enceintes audio de qualité, comment je vais les placer chez moi pour avoir la meilleure son possible, comment est-ce qu'aujourd'hui, du MP3, on peut faire en sorte qu'il soit quand même de bonne qualité, pas tout pourri, parce que si j'achète des bonnes enceintes, j'ai quand même envie de lire du son qui soit de bonne qualité. Donc on va donner du conseil, on va donner de la compétence technologique à l'utilisateur.
qui va être intéressé parce qu'il s'intéresse à ce type de produit, qui va être sensible. Et donc là, c'est de l'information réelle par rapport à du contenu. Et donc là aussi, en parenthèse, on a eu des retours assez positifs en termes de taux de lecture, de temps passé sur la page, de clics et de targeting. Ça marche plutôt bien. Les chiffres de retargeting à partir du contenu dans du magazine éditorialisé sont très bons. Quand j'éditorialise intelligemment le contenu, je vais m'adresser au lecteur de façon plus cohérente, plus précise, et donc il va être plus mobilisé, et il va avoir envie d'aller plus loin. Excusez-moi. Oui. Vous dites beaucoup, très bon retour, mais vous n'avez pas des chiffres un peu plus concrets, des pourcentages, des choses? Si, je pourrais en donner. Après, c'est délicat de parler de chiffres comme ça, qui sont... le client ne souhaite pas forcément que je les évoque publiquement. Mais on a certains chiffres qui ont été distribués. Je pense à Renault, par exemple, qui, par rapport à tous les projets sur capture, etc., ont transmis des chiffres qu'ils ont autorisés à diffuser. Je pourrais vous les donner, ça aussi, vous les montrer. C'est intéressant aussi ce qui s'est passé avec Renault, parce que c'est des gens qui ont été assez difficiles à convaincre de créer vraiment du contenu digital advertising, de créer des applis, etc., de travailler en cross-média. Et quand ils ont vu le résultat, ils ont dit mais on veut pour tous les véhicules qui sortent aujourd'hui, on veut faire ça, quoi. On veut une appli, on veut de la gamification, on veut de l'éditorialisation, et on veut un travail narratif cross-média. Je peux citer aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup par rapport à ça. Quand on parle aujourd'hui de storytelling, c'est une notion importante évidemment, c'est depuis toujours, c'est pas nouveau, ok. Mais par rapport au contenu digital advertising, comment est-ce qu'on peut imaginer du storytelling et pourquoi faire et comment est-ce qu'on va le mettre en place? Difficile à expliquer parce qu'encore une fois il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça, chaque cas de figure est différent et on est tous en exploration. Mais quand même, un petit exemple, tiens, il y a un groupe de musique qui vient nous voir là, avec Couleur Jazz, toujours pareil, et qui nous dit on a sorti un CD et on a besoin de vous pour faire la promotion, donc c'est le label qui vient nous voir, on a besoin de vous pour faire la promotion de ce disque, qu'est-ce qu'on peut faire comme outil digital, etc. Comme il est sorti le CD, et ben c'est trop tard. C'est avant qu'il fallait le faire. C'est avant qu'il aurait été malin, au moment où le groupe se rencontre, où le projet naît, qu'on communique avec ça, qu'on montre ça, qu'on l'explique, qu'on diffuse cette information, qu'on permette au public de suivre et pourquoi pas d'écouter les différentes répétitions qu'ils font sur un morceau, les différentes versions qu'ils vont produire. Et même, pourquoi pas, le public qui va pouvoir donner son avis sur telle version elle est mieux que celle-ci, moi je préfère ça. Et puis le groupe va montrer toutes ces errances, et pourquoi pas les engueulades, et puis les réconciliations. On crée une histoire, on crée une narration. C'est vraiment du storytelling. Mais faisons-le au bon moment. Parce que moi-même, j'avais cette habitude culturelle, je dirais, dans la communication. Quand on parle d'éditorialisation et de storytelling, on y réfléchit souvent une fois que le produit est là, quoi. On dit bon, alors maintenant comment on éditorialise, comment on peut créer du contenu qui va faire en sorte que, et si on raconte une histoire par rapport à la genèse de quelque chose, le lecteur il n'est pas bête, il va se rendre compte que ça a été fait après, que c'est pas du vrai, qu'on n'est pas dans la vraie histoire, dans la temporalisation de l'histoire. Donc un réflexe à avoir aujourd'hui, c'est on crée une communauté d'utilisateurs, on crée une proposition de narration dès le départ d'un projet. Un autre exemple, par rapport à Présence Audio Conseil, donc cette marque IFI haut de gamme, ils présentaient donc différents amplis là, qu'ils avaient reçus sur des belles étagères, très belles boutiques, photos, hop, Facebook et tout le reste, Pinterest et compagnie. Bon, les taux de retour n'étaient pas extraordinaires. Et puis un des clients de la marque, il a tweeté et facebooké et tout le reste, le fait qu'avec mon carton, je suis arrivé chez moi, j'ai déballé mon carton, le chat il a sauté dedans, oulala, et puis après voilà, et les fils, et j'ai installé le truc, etc., etc. Donc il a montré toute cette petite histoire qui lui est arrivée, il y a eu 15 000, je sais pas quoi, likes sur le site. Donc tout ça pour dire encore une fois que le storytelling, raconter quelque chose, ça devient un peu central aujourd'hui. C'est ce que cherche le public, c'est ce que cherche l'audience. On ne lit plus, on ne consulte plus du contenu de manière passive. On veut participer, on veut être dans l'histoire, et même si possible, oui, avoir la vraie possibilité de participer d'ailleurs. Donc quand on regarde un petit peu tous les télécrochets et autres qu'on a aujourd'hui, on est en plein dedans évidemment. Hein.
Là aussi, par rapport à la possibilité narrative de la communication, d'un ensemble de campagnes de communication, de petites communications, je réfléchis à ça. À quel moment on va le faire, quels propos on va tenir, quelle histoire on va raconter et pourquoi faire. Donc ça fait partie des choses, je trouve, efficaces et essentielles par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. D'autre part, quand je vais raconter une histoire et faire du storytelling, je vais faire en sorte que, dans la mesure du possible, elle soit transmédia. On sait aujourd'hui l'importance du cross-média, d'accord, il faut être présent sur le web, il faut être présent sur les tablettes, il faut être présent sur les smartphones, il faut être présent sur le print, ok. Après quand on analyse les résultats, on se dit oui, bon bah là ça marche plus ou moins, ce support fonctionne plus ou moins, ce canal aussi. Mais moi je vois encore rarement des campagnes complètes de communication qui soient faites en tenant compte d'une narration transmédia, qui va faire que le lecteur il va avoir envie, ah bah tiens je commence par le web, qui va me donner envie d'aller sur l'appli. L'appli elle-même va me renvoyer, pourquoi pas, sur du YouTube, une chaîne YouTube, et puis sur du Facebook, etc., etc. Et je vais créer du contenu narratif qui va faire que je vais prendre l'utilisateur et le lecteur par la main et que je vais l'accompagner à travers tous ces supports, à travers tous ces médias, tous ces canaux, pour qu'il ait un ensemble d'outils. En fait, je crée une identité digitale. Cette identité digitale est composée de plusieurs canaux, de différentes facettes. À moi de faire en sorte que ces facettes se nourrissent l'une l'autre. Et que l'utilisateur les utilise de manière complémentaire. Donc c'est là où il ne faut pas faire de redondance, du coup. Parce que si je fais la même chose pour un iPad, pour un smartphone ou autre, évidemment, là, c'est du copier-coller, c'est de la redondance, ça ne peut pas marcher. Mais je vais faire du contenu différent, je vais proposer une expérience de lecture différente, encore une fois, qui fera en sorte que le lecteur aura peut-être envie d'avoir tous ces canaux, et d'être présent partout. Ça me permet aussi d'être présent dans tout le quotidien du lecteur ou du public, parce que je vais l'avoir sur mon smartphone, je vais l'avoir sur mon iPad, je vais l'avoir sur mon ordi, sur le papier, etc. En fonction du moment de la journée, de l'endroit où je suis, je vais avoir envie de consulter différemment le contenu, etc. Bon, encore une fois, à condition de proposer quelque chose qui soit différencié, qui soit éditorialisé, soit gamifié, soit storytelling, mais qui apporte une vraie valeur ajoutée, un vrai sens à ce que le lecteur va vouloir recevoir. Alors en plus de tout ça, aujourd'hui évidemment on a plein de canaux possibles en digital advertising, on pense aux objets connectés. En parenthèse, vous connaissez beaucoup de campagnes faites autour d'objets connectés encore aujourd'hui. On constate pour l'instant que c'est encore assez peu présent, hein. On ne sait pas trop quoi en faire encore ces objets connectés. C'est quelque chose qu'il va évidemment falloir surveiller, qu'il va falloir étudier et certainement utiliser. Mais comment et pourquoi, là ça reste encore un petit peu des interrogations. Ce qui est passionnant d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ça reste tout à construire.